N'importe qui. Il domine des dizaines de milliers de mondes forges à travers la galaxie. Il est l'artisan confectionnant religieusement les armes, les munitions, les armures, les véhicules et les navires de guerre de l'Imperium. Il est aussi le bras mécanique armé de l'Empereur, force de frappe titanesque au service de l'humanité. Et à l'image de cette dernière, lors de la Grande Guerre civile, le Mechanicum, indéboulonnable jusqu'alors, connaîtra le chaos. Jadis, Mars était un monde morne, dénué de toute forme de vie. Finalement, lorsque l'humanité prit le chemin des étoiles, avant même la période désormais archivée sous le nom de l'âge de la technologie, la planète rouge fut colonisée. Une colonisation qui la transfigura littéralement. Elle fut terraformée. L'atmosphère artificielle d'oxygène et d'azote changea le monde stérile en une ruche dédiée à l'industrie et au voyage spatial. Une société singulière s'y développa, différente de celle de Terra par sa culture et ses avancées technologiques. Lorsque l'ère de la colonisation interstellaire humaine débuta, Terra et Mars étaient des mondes égaux, politiquement indépendants, mais alliés, et ensemble, les deux empires donnèrent naissance à des centaines de milliers de colonies à travers la galaxie. Les chantiers de construction spatiale martiens, artisans de flottes à la puissance inégalée, étaient le moteur de ces conquêtes. Cet âge d'or prit fin lorsque de titanesques tempêtes warp éclatèrent, plongeant la galaxie dans le chaos et l'anarchie. L'ère des luttes avait débuté. L'empire des humains explosa. Des mondes entiers furent asservis ou ravagés par les créatures démoniaques. Les îlots d'humanité qui survécurent ne purent subsister qu'au prix d'importantes régressions. Si l'on peut affirmer que les archives de notre époque sont fragmentaires, celles de l'ère des luttes ne sont que de la poussière. Du peu que l'on sait, nous savons que deux événements catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, l'émergence de psycheurs incontrôlés a déchaîné les fléaux des entités vivant dans le warp et provoqué des possessions démoniaques sur de nombreux mondes. Seules les planètes où le contrôle et la persécution rigoureuse des psycheurs étaient exercés échappèrent à la catastrophe. Deuxièmement, les grandes tempêtes warp ont englouti la galaxie de cette période et ont rendu le voyage interstellaire pratiquement impossible. Le premier vaste empire de l'humanité s'est effondré presque du jour au lendemain et des mondes isolés ont rapidement régressé sur le plan technologique. Ressentant la faiblesse de l'humanité, les extraterrestres envahirent et asservirent un grand nombre d'enclaves survivantes, alors même que les démons du warp engendrés par la guerre en revendiquèrent d'autres. Mars et la Terre furent assiégés et se battirent pour la possession des quelques ressources restantes dans le système Sol. Cependant, la famine dévasta rapidement les vastes populations des deux mondes et les survivants affaiblis régressèrent à une simple forme de technobarbarie, les seigneurs de la guerre se disputant la domination de leur propre territoire. Mars fut ravagé par la guerre civile, ses factions rivales luttant pour la suprématie à l'aide d'armes aux capacités incroyablement destructrices. Il est impossible de savoir ce qu'il s'est précisément passé, faute de sources fiables, mais l'on sait que la guerre causa la destruction de l'atmosphère artificielle. Les radiations mortelles du Soleil ravagèrent la planète, dont la surface terraformée redevint une terre cramoisie, impropre à la vie. Comme le racontent les technoprêtres, en cette heure sombre, un nouveau credo apparut parmi les Martiens. C'était un credo pour la survie, basé sur un dévouement désintéressé pour un but plus élevé, et il lia les derniers vrais hommes contre l'anarchie qui les assaillait. La science devint leur religion, et le culte du dieu-machine émergea pour être leur lumière
contre les ténèbres envahissantes. On dit que les premiers dévots du dieu-machine prirent de terribles risques pour rechercher des fragments de technologie de leur ville dévastée. Les technoprêtres se souviennent que leurs ancêtres utilisaient ce qu'ils apprirent pour créer des enclaves protégées afin de les abriter contre les tempêtes. Les uns après les autres, ils entreprirent de remettre sur pied les recycleurs d'oxygène, les systèmes d'eau et les transformateurs alimentaires nécessaires pour survivre à long terme sur une Mars de plus en plus hostile. Les enclaves avaient à peine assez d'espace pour contenir les dévots du dieu-machine et aucunement pour les incroyants. On peut imaginer que les mutants et les maraudeurs ont fréquemment assailli les abris construits à la hâte et peut-être que certaines, parmi les premières édifications, furent anéanties, mais après chaque revers, les adeptes du dieu-machine apprirent de leurs erreurs et reconstruisirent. Le culte du dieu-machine exigeait à ses disciples un dévouement et un sens du sacrifice absolu, car à ses yeux, une machine fonctionnelle était devenue plus précieuse que la vie de nombreux hommes. Dès les premiers enregistrements, il semble que le clergé de Mars ait gagné en force et en confiance et que les enclaves dispersées ont commencé à s'unir et à partager leurs connaissances. Chaque base de données partielle ou document détruit fut soigneusement préservée et ajoutée à sa base de connaissances. Chaque machine dégradée fut examinée, cataloguée et collectée. Pour les dévots du dieu-machine, leur survie à travers les temps sombres n'était rien de moins que miraculeuse, un événement divinement inspiré par le dieu de la machine, Deus ex mechanicus. Les savants ayant la plus grande compréhension de la technologie se considéraient comme des technoprêtres, des prophètes capables d'interpréter la volonté du dieu-machine à travers le son des cogitateurs et le gémissement des compresseurs. La récompense de leur dévouement était manifeste pour tous. Ils pouvaient communiquer avec les esprits de la machine présents dans chaque mécanisme et les persuader de faire leur office. Le culte du dieu-machine adopta le nom de Mechanicum, les disciples du dieu-machine. Au fur et à mesure que leur philosophie se développait, les technoprêtres se sont rendus compte que la connaissance elle-même était l'expression la plus pure du divin. Cela signifiait que tout objet ou être qui était un réceptacle de connaissances devenait en quelque sorte saint. Une pile de données ou une machine intelligente qui contenait la connaissance des temps anciens n'était pas moins divine qu'un homme de chair et de sang. En effet, ils commencèrent à voir les hommes comme des machines organiques sujettes à de nombreuses défaillances, leur seule vraie valeur résidant dans la connaissance accumulée grâce à la performance de leur intellect. Les technoprêtres se sont efforcés de surmonter les faiblesses de la chair et de se rapprocher des machines, logiques et impartiales, sans trouble, ni passion, ni émotion. Le remplacement et l'augmentation bionique sont devenus de plus en plus courants car ils cherchaient à imiter la machine. Au fil des générations, le Mechanicum entreprit de reconstruire Mars en quelque chose de très différent de ce que la planète avait autrefois été. Les grandes structures d'acier et de verre qui y furent érigées n'ont pas été construites pour loger des hommes, mais des machines. Les manufactures et les forges qui furent rallumées ont été consacrées à la création de moteurs et de dispositifs qui ne serviraient pas le Mechanicum, mais seraient servis par ce dernier. Le chant de la machine se fit entendre dans les salles des machines ressemblant à des cathédrales, alors que de plus en plus d'informations étaient déposées sur les autels de la connaissance. Ce fut durant cette période, alors que la Terre était encore en proie à des conflits, que les technoprêtres commencèrent à s'intéresser à l'extérieur. Ils regardèrent au-delà des limites du système solaire car leurs archives leur apprirent que les hommes avaient colonisé les étoiles. Les tempêtes warp encerclaient toujours le système Sol, mais grâce à l'étude et à l'observation, les technoprêtres se rendirent compte que les tempêtes montaient et diminuaient périodiquement. Ils en conclurent que pendant les brèves accalmies, il serait possible d'envoyer des vaisseaux à travers le warp et ainsi explorer la galaxie une fois de plus. Pendant des millénaires, le Mechanicum régna sur Mars,
envoyant des expéditions de colonies pour répandre sa foi et son mode de vie à travers la galaxie, ce qui conduisit à la fondation des premiers mondes forges. Cependant, les technoprêtres concentrèrent avant tout leur attention sur la vieille Terre, ancien siège du pouvoir de l'humanité, et la regardaient avec envie et peur. Ils savaient que ce monde recelait de nombreux secrets et que certains de ces barbares belliqueux seraient capables de les glaner et de les utiliser à leur bénéfice. Une potentielle menace pour les Martiens, donc. C'est ainsi que les technoprêtres devinrent des ennemis acharnés des tribus technobarbares et des différents acteurs tyranniques meurtriers qui dominèrent des parties de la vieille Terre. Pendant des siècles, ils pillèrent et s'emparèrent des technologies qu'ils pouvaient. En parallèle, ils envoyaient périodiquement des grands vaisseaux dans le Warp dans l'espoir de restaurer les anciens domaines de l'humanité qui pouvaient encore être récupérés. L'ère de domination des technoprêtres se poursuivit jusqu'à la fin du 30e millénaire et l'événement qui changea Mars à tout jamais. Sur Terra, un nouveau dirigeant avait émergé, unissant la planète pour la première fois depuis des siècles. Les seigneurs de Mars scrutèrent l'avènement de celui qui se faisait appeler l'Empereur, et certains d'entre eux reconnurent en lui un des leurs. L'Empereur était pour eux un homme de science qui valorisait la machine et le progrès technologique, tandis que d'autres ne voyaient qu'une nouvelle puissance dangereuse à redouter. Alors que la nouvelle des accomplissements surhumains de l'Empereur arrivait sur Mars, certains technoprêtres commencèrent à l'assimiler à leur propre dieu-machine, suite à l'accomplissement de prophéties. Des débats animèrent Mars pour savoir s'il fallait traiter l'Empereur comme un sauveur ou un ennemi. Conscient que les convictions du Mechanicum lui offraient une ouverture diplomatique et qu'il avait peu de chance, voire aucune, de prendre Mars par la force, cela impliquant d'importantes difficultés stratégiques et un risque de voir ses forces détruites, l'Empereur chercha à négocier une alliance avec le Parlement du Mechanicum. En échange de fournitures et de matériel pour ses armées et de la construction d'une puissante flotte de guerre pour sa croisade vers les étoiles, l'Empereur promit de protéger les technoprêtres et de respecter la souveraineté de leur monde forge à travers la galaxie, leur offrant un niveau d'indépendance inégalé au sein de l'Imperium. De plus, l'Empereur donna au service du Mechanicum 6 des maisons de navigateurs pour remplacer leurs anciens navigateurs décédés afin que leurs vaisseaux fussent de nouveau en sécurité à travers le Warp. La proposition fut finalement acceptée. Mars consentit à une alliance, mais non sans quelques conflits internes sanglants, et l'alliance fut scellée, baptisée Traité d'Olympus, du nom de la plus haute montagne martienne, également siège du temple forge du Mechanicum, le lieu où l'Empereur foula pour la première fois le sol de la planète rouge. L'ambassadeur du Mechanicum sur Terra, le puissant fabricateur général qui parlait au nom du Parlement martien, reçut respectueusement un siège au sein du Conseil de guerre de la Grande Croisade. L'accès aux usines géantes de Mars permit à l'Empereur d'augmenter considérablement la puissance de ses légions avec de meilleurs équipements de guerre. Les technoprêtres de Mars renforcèrent les armées de l'Empereur grâce à leur talent dans la construction de cuirassés capables de transporter les légions de l'Empereur à travers la galaxie en mettant à disposition les puissantes machines de guerre capables de rayer des villes connues sous le nom de Titans et en armant l'armée impériale toujours en expansion. Durant la Grande Croisade, le Mechanicum se trouvait au centre du nouvel impérium de l'Empereur. Il était le cœur battant de sa base militaire et productive, fournissant la puissance industrielle par laquelle les armées de la Grande Croisade étaient forgées et maintenues. Ces mondes forges lointains étaient les rouages autour desquels la campagne de libération de la galaxie tournait. Sans les technoprêtres de Mars, il n'y aurait pas eu de Grande Croisade, car le Mechanicum était devenu une partie essentielle des plans de l'Empereur. C'était également la plus grande menace pour eux dans les années précédant la trahison d'Horus, car le Mechanicum
se démarquait de l'ordre prudent établi par l'empereur. De toutes les institutions de l'impérium, cette organisation adorait encore ouvertement un dieu, travaillait selon ses propres rituels et croyances qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la vérité impériale. Pire encore, si jamais elle se soulevait contre l'empereur, elle pouvait se tourner vers ses propres armées redoutables pour mener une guerre contre lui et retourner la technologie même de la Grande Croisade contre ses serviteurs. Une telle guerre serait la fin de l'impérium. Pour contrer une telle menace, l'empereur avait établi un certain nombre de plans d'urgence dont plusieurs restent encore aujourd'hui entourés de mystères. Parmi ceux connus de l'histoire, le plan d'urgence d'Icaros était peut-être le plus terrible. Directive donnée uniquement à Lionel Johnson et aux guerriers de la Première Légion, le plan d'urgence Icaros se composait de 2 clauses distinctes. La première était un mandat impérial autorisant les Dark Angels à garder en leur possession un certain nombre de reliques de la période de l'histoire connue sous le nom de Vieille Nuit, une technologie qui avait été interdite depuis longtemps à toute autre institution aussi dangereuse et instable. Il s'agissait cependant d'une technologie qui ne présentait que peu de similitudes avec celle de Mars et qui, en tant que telle, était résistante aux ruses des Magos et anathème à leurs machines de guerre. La deuxième clause, si elle était devenue connue de tous, aurait été une raison suffisante pour déclencher la guerre que l'empereur cherchait à éviter, car elle donnait à Lyon L. Johnson et à ses guerriers le pouvoir de mener des opérations de combat préventives pour neutraliser les éléments du Mechanicum jugés contraires aux besoins de l'Imperium. On sait que cette clause finale a été invoquée 8 fois dans l'histoire de l'Imperium, bien que les détails de la plupart de ces incidents restent scellés dans les voûtes des Dark Angels, la rencontre à Triplex étant le seul événement ouvertement reconnu à ce jour. Ce ne serait pas le dernier, car le lion ne restera pas inactif alors que la guerre ouverte avait consumé l'Imperium et apportera la censure à de nombreux autres mondes forges qu'il jugeait contraires aux besoins de l'Imperium avant la fin de l'hérésie d'Horus. Au fur et à mesure que la Grande Croisade traversa la galaxie pour réunifier l'humanité sous une seule loi, elle découvrit des mondes forges établis par les flottes Explorator et les réintégra dans le cercle élargi du pouvoir du Mechanicum. À l'occasion, les philosophies extrêmement divergentes développées par les mondes forges provoquèrent de nouveaux schismes au sein de l'organisation politique martienne, ce qui conduisit à de nouvelles rébellions mineures. Les exigences imposées par les dirigeants du Mechanicum devinrent de plus en plus élevées et le mécontentement grandissait, alors que la Grande Croisade repoussait toujours plus loin les limites de l'Imperium. L'expansion de l'Imperium prit fin avec la trahison d'Horus lors de l'atrocité d'Istvan III. Le plus grand et le plus aimé des fils primarques de l'empereur bombarda des Space Marines dont il doutait de la loyauté. Comble du désastre, en plus de la Légion d'Horus, les Sons of Horus, 3 autres légions, les Emperor's Children, les World Eaters et la Death Guard faisaient partie de la conjuration, leurs primarques respectifs ayant prêté serment d'allégeance à Horus. Mais la puissance militaire des Astartes ne pouvait suffire pour parvenir à renverser l'empereur. Même avant le début des premières étapes de son insurrection planifiée, Horus savait qu'il devait obtenir le soutien du Mechanicum s'il voulait s'emparer de l'Imperium. Les technoprêtres étaient les seigneurs du savoir technologique de l'humanité, leurs armes de qualité supérieure, leurs légios titaniques et leurs puissants mondes forges alimentaient l'Imperium en armes, armures et véhicules. Horus sut se fidéliser de nombreux technoprêtres du Mechanicum après leur avoir promis les secrets de l'ancienne technologie des schémas de construction standard qu'il avait récupérés sur les mondes de la technocratie horétienne, récemment soumise par sa légion. Mais cette alliance fut véritablement scellée avec ces martiens renégats que lorsque le maître de guerre promit aux représentants du Mechanicum de sa flotte, Regulus, une plus grande autonomie politique à Mars et la levée de l'interdiction de l'empereur sur les études des technologies interdites. Regulus accepta cet accord et après l'atrocité d'Istvan III, il partit, au titre d'ambassadeur d'Horus, sur Mars
en faire part au fabricateur général du Mechanicum, Kelbor Hall. Le climat sur Mars était tumultueux peu avant le déclenchement du conflit. Les différents maîtres de forge sur Mars ne cessaient de se disputer pour des affaires de pouvoir. Il existait des relations tendues entre les divers Magi qui gouvernaient Mars, avec des épisodes sporadiques d'espionnage et de violence perpétrés contre les différentes forges qui représentaient les principales puissances de Mars. Il y avait même des soupçons non confirmés que les différentes légions titaniques de la Collegia Titanica, les forces militaires les plus puissantes à la disposition du Mechanicum, avaient déjà choisi secrètement leur camp en cas d'un potentiel conflit. En effet, une grande faction du Mechanicum dirigée par le fabricateur général, Kelbor Hall, était persuadée que l'empereur était une fausse idole et non le véritable Omni-Messie, ce dernier devant se révéler ultérieurement. Plus important encore, Kelbor Hall nourrissait un grand ressentiment contre l'empereur pour avoir, à ses yeux, vassalisé Mars pour n'en faire qu'une simple fabrique d'armes destinée à nourrir les forces de la Grande Croisade et pour son interdiction de certains types de recherches technologiques, notamment l'intelligence artificielle. C'est dans ce contexte qu'arriva Régulus. Le représentant d'Horus présenta l'offre d'alliance du maître de guerre à Kelbor Hall. En plus d'une autonomie accrue et de la levée de l'interdiction de l'empereur sur certaines technologies, Régulus convainquit le fabricateur général de soutenir le maître de guerre contre le régime autocratique de l'empereur en lui offrant un présent de la part d'Horus. Des codes d'accès lui permettant d'ouvrir un dépôt de connaissances interdites connu sous le nom de crypte de Moravec, que l'empereur avait scellé en personne 2 siècles plus tôt lors de son arrivée sur Mars et de son alliance avec le Mechanicum, retrouvant ce lieu secret dans les labyrinthes d'Olympus Mons, la plus grande et plus puissante forge de Mars. Le fait que ce lieu de légende martienne, recelant un savoir extraordinaire, fût scellé et redissimulé par l'empereur, avait enragé Kelbor Hall. Ces cryptes contenaient d'innombrables artefacts technologiques qui avaient été façonnés ou corrompus par le pouvoir malfaisant du chaos, artefacts que Moravec, un ancien sorcier de Terra exilé sur Mars il y a des siècles, avait créé grâce à des pactes impies passés avec les puissances de la ruine. Aguiché par les savoirs interdits de Moravec et souhaitant chasser l'empereur de Mars, le fabricateur général accepta de s'allier avec Horus, s'engageant à aider les traîtres avec toute la technologie à sa disposition. Lorsque les cryptes furent ouvertes, toutes sortes de connaissances et d'armes mystérieuses interdites qui avaient de toute évidence été souillées par l'influence corruptrice du chaos furent découvertes à l'intérieur. Ce savoir permettait d'unir des machines avec l'énergie pure du warp, créant des monstruosités non naturelles et malveillantes d'une époustouflante puissance. Kelbor Hall et ses alliés mirent sur pied ces troupes de serviteurs et de machines corrompues et se préparèrent à lancer la désolation sur Mars. De sa forge d'Olympus Mons, le fabricateur général utilisa les millions de kilomètres de câbles de faisceaux de fibres optiques, de champs électriques nébuleux et grésillants, de réseaux sans fil et de conduits hololithiques qui permettaient à l'information de circuler partout sur Mars et entre les forges pour propager des codes corrompus qui se répandirent dans les forges et les temples de la planète rouge. Le code gangréné trouva le point faible de chaque forge et déclencha une désastreuse cascade de pannes système. Aucun recoin de Mars, ou presque, n'échappa au code corrompu dont l'ambition augmentait à mesure qu'il gagnait du terrain et qui finit par enserrer la planète dans une toile de malveillance toujours plus resserrée. Les terribles effets de ce code sont trop nombreux à recenser, mais encore de nos jours, cette série de catastrophes meurtrières reste dans les mémoires sous le nom de massacre des innocents. Voici quelques événements marquants qui ont souillé Mars pendant ce massacre. Ainsi, à Sinus Sabaeus, des machines qui tournaient sans interruption depuis plus d'1 siècle furent irrémédiablement paralysées et ne devraient plus jamais redémarrer. De même, dans les entrepôts de munitions de Tycho Brahe, une séquence de commandes devenue folle fit monter la température des cuves de Prométhéum, provoquant une déflagration catastrophique qui dévasta les niveaux inférieurs des entrepôts, ainsi qu'un ouragan de flammes liquides qui s'épanouit dans le cratère, causant une série d'explosions dévastatrices
qui ravagea la totalité des arsenaux, faisant sauter des milliards de tonnes de pièces d'artillerie et de munitions. Au mémorial Schiaparelli, une gigantesque pyramide renfermant un trésor de données non encore révélées datant des premiers âges dans lesquels l'humanité avait commencé à acquérir la maîtrise des sciences, fut infectée par le code corrompu, effaçant 20 000 ans de savoir. Dans les raffineries de produits chimiques de Vasistas Borealis, les vannes de dépressurisation s'ouvrirent et inondèrent les basses ruches du bassin polaire septentrional habité par les ouvriers, les nuages mortels descendant lentement dans les bas-fonds de la ruche, tuant 900 000 personnes. Le code corrompu entreprit ensuite d'assassiner les astropathes de Medusa Fossae en altérant le mélange gazeux de leurs respirateurs de manière à ce que chacun des psycheurs finisse par inhaler du cyanure d'hydrogène pur. En quelques minutes, plus de 6000 astropathes trépassèrent après avoir poussé une plainte d'agonie collective qui fut ressentie jusque sous les voûtes des cryptes impériales sous la surface de Terra. Mars plongea dans un silence absolu, car suite à l'infestation par le code corrompu, la communication à travers le monde et hors de la planète fut gravement perturbée et de nombreuses industries essentielles avaient été sabotées. Une période de confusion générale s'ensuivit, confusion exploitée par le fabricateur général et ses alliés pour rassembler leurs forces afin de s'assurer que l'ensemble de Mars soit fermement sous leur domination. Cela s'avéra plus difficile que prévu. Plusieurs forges de Mars restèrent relativement peu infectées par le code corrompu, isolées de l'assaut par leur adoption rapide d'une nouvelle technologie de réseau d'information numérique, beaucoup plus sécurisée, appelée liaison noosphérique, liée aux expérimentations de la grande adepte Coriel Z, expérimentation dont il reste malheureusement aucune trace et dont la nature restera à jamais un mystère. Parmi ces forges se trouvait ainsi la propre forge de Z, la cité du magma, les réacteurs du canyon d'Ulysses Fossae, dit Pulvien Maximal, et la forge du monde Oculum du fabricateur supplétif Zagreus Kane, second hiérarchique du Mechanicum. Ces 3 maîtres de forge allaient devenir les dirigeants des technoprêtres restés fidèles à l'empereur et mener la résistance à la nouvelle organisation de Kelbor Hall, née de la corruption et de la trahison, le Mechanicum noir. Les légions titaniques de Mars étaient, et sont toujours, les plus puissantes forces militaires de la planète rouge, et même, aux yeux de beaucoup, de l'Imperium. Leur allégeance fut toujours âprement disputée par les différents adeptes du Mechanicum, et à l'heure du conflit civil, ces allégeances étaient plus que nécessaires. Alors qu'il lui manquait encore des prétextes pour déclencher la guerre contre les loyalistes, Kelbor Hall et ses alliés tentèrent de provoquer les indécis, en recourant à divers actes de sabotage, d'assassinat et d'agression pure et simple. Un exemple de cette tactique fut lorsque la Legio Mortis, alliée au Mechanicum noir, envoya ses titans provoquer la Legio Tempestus en entrant illégalement sur son territoire pour pousser la fière Legio à ouvrir le feu pour défendre son domaine. Cette tactique échoua, mais mise à jour les allégeances de 2 des plus puissantes légions titaniques de Mars qui allaient marquer le conflit. En parallèle, Kelbor Hall envoya Melgator, un membre du Mechanicum possédant une longue carrière comme ambassadeur, rencontrer Coriel Z dans la cité du magma afin de la rallier à la cause du Mechanicum noir sous le mensonge que l'empereur était responsable de la propagation du code corrompu afin de s'emparer totalement de Mars, aussi et surtout pour découvrir comment la forge de Z avait pu échapper à la corruption du dit code. Nous ignorons ce qui s'est dit entre les 2 protagonistes, mais quoi qu'il en soit, Coriel Z se déclara ennemi de Kelbor Hall et prépara ses forces à l'inévitable assaut. Les préparatifs du conflit par les forces renégates restent inconnus, les documents concernant ces traîtres ayant depuis longtemps été expurgés. Ce qui est néanmoins certain,
c'est que le premier coup de la guerre civile martienne débuta véritablement lorsque le fabricateur général Kelbor Hall ordonna à la Legio Titanic Magna de frapper la forge du magos Matthias Kefra. Prise par surprise, elle fut détruite en quelques minutes. Ce fut ensuite au tour de la forge du grand magos Aotep d'être rasé par une centaine de missiles nucléaires, les champignons atomiques ayant été visibles, dit-on, depuis l'espace. Les Titans en profitèrent pour régler leurs querelles, comme aux confins des régions de Luna et Palus et d'Arcadia, lorsque le Principes Ulrich, des marcheurs de mort, lança ses Titans contre la forteresse des Bolts de la mort de Maxen Vledig, détruisant 19 machines divines au cours de la première heure de combat. En parallèle, Kelbor Hall envoya ses troupes composées de Skitarii corrompus par une science hérétique, attaquer le cratère qui abritait les forges d'Hippulvien Maximal, ce dernier parvenant à repousser pendant un temps les traîtres. Il est à noter que ce fut la première fois que fut enregistrée la présence d'armes connues couramment sous le terme de machines démons, amalgame du savoir du Mechanicum et des sombres pouvoirs du Warp, un blasphème envers l'Omnimécie. Mais le Mechanicum noir était actif sur l'ensemble de la planète, propageant l'horreur et la désolation. Dans la région d'Imnesius Lacus, les forges glaciales qui s'y trouvaient furent prises pour cible par des roquettes contenant une souche mutante du dévoreur de vie, les micro-organismes viraux se propageant en tuant en quelques minutes des dizaines de milliers de personnes avant que le virus ne se répande ensuite dans l'atmosphère et ne dépeuple totalement Deuteronilus Mensae, où vivaient des millions de travailleurs avant de terminer sa propagation vers ceux qui se croyaient à l'abri derrière leur bouclier de protection hermétiquement scellé. 7 heures après cette attaque bactériologique, 14 millions de cadavres liquéfiés peuplaient Issemnius Lacus, la plus importante perte en vie humaine lors du schisme. Les combats se propagèrent aussi dans l'espace. L'immense chantier naval spatial qui encerclait la planète rouge fut secoué d'explosions et ravagé par les affrontements. Les factions loyales à Terra et celles partisanes d'Horus se massacrèrent collectivement, les vaisseaux du Mechanicum s'affrontant dans l'ombre de l'anneau de fer. L'épave incendiée du Mechanicum Gloriam, dont les réacteurs avaient été détruits lorsqu'il avait tenté d'échapper à une petite meute de frégates qui l'avait pris en chasse en orbite basse, plongea comme une pierre vers la basilique du Saint Algorithme à Sidonia Mensae, tuant les techno-théologiens et ravageant ces millions de kilomètres carrés de terrain et des milliards de prêtres dévoués. De nos jours, la chute du Mechanicum Gloriam apparaît toujours sur la surface de Mars, sous la forme du plus récent et du plus profond de tous les cratères d'impact, défigurant le visage de la planète rouge. En plus des pertes humaines, la guerre civile provoqua la disparition d'immenses bibliothèques, du savoir des adeptes dont la science et les immenses compétences avaient permis à la race humaine de se libérer de sa planète natale. Le Mechanicum régressa ainsi en termes de science et de savoir et ne s'en est toujours pas remis malgré les millénaires passés. Sur Terra, apprenant la rébellion qui s'était déclenchée sur Mars et encore sous le choc de la révélation de la trahison d'Horus et de l'atrocité d'Istvan III, Malcador le Sigillite demanda à Rogaldorn de reprendre la planète rouge. Dorn ordonna à son premier capitaine Sigismund et au capitaine Cambadiaz de mener une force composée de 4 compagnies de la 7e Légion et de troupes auxiliaires de l'armée impériale pour sécuriser en priorité Mundus Oculum et Mundus Gamma, forges qui produisaient la plus grande partie des armures et des armes des Astartes. Les compagnies de Sigismund se posèrent à Mundus Oculum et furent accueillies avec soulagement par Zagreus Kane, qui les aida à assurer un transfert aussi organisé que possible des productions de la forge vers les vaisseaux qui attendaient en orbite. Mais les Imperial Fists commandés par Cambadiaz connurent moins de chance à Mundus Gamma, forge alliée au Mechanicum noir. Les Astartes durent batailler pour prendre le contrôle d'une partie de la forge, mais finirent par être repoussés vers l'astroport, subissant de très lourdes pertes. Conscient qu'il ne pourra conquérir Mundus Gamma ni détenir Mundus Oculum face aux forces du Mechanicum noir, Sigismund ordonna de s'emparer d'une grande quantité de matériel tactique pour les renvoyer sur Terra, expédiant plus de 12 000 armures Mark IV et 2 fois plus d'armes. Face à d'importantes troupes Skitarii ennemies et plus de 60 titans de 2 légios titaniques arrivant pour détruire la forge de Mundus Oculum,
Le premier capitaine de la 7e Légion ordonna la retraite générale malgré les protestations de Kane, désespéré de voir sa forge tomber, et par l'abandon de fait de Corielzet et d'Ipulvien Maximal à leur sort. Zagreus Kane, devenu aux yeux de Terra le nouveau fabricateur général, et le reste des loyalistes martiens partirent en exil sur Terra avec les Imperial Fist. Avec la perte de Mundus Oculum, les Astartes, partisans de l'empereur, perdirent toute chance de remplacer leurs armures et leur matériel durant tout le reste de l'hérésie. Délaissés par l'Imperium, Corielzet et Ipulvien Maximal subirent l'implacable assaut du Mécanicum noir. Refusant d'abandonner aux traîtres ses réacteurs, Maximal fit le choix de les faire exploser, se sacrifiant dans cet acte et irradiant le désert martien pour des dizaines de milliers d'années au passage. La dernière bataille eut lieu au sein même de la cité du magma, voyant l'héroïque mais suicidaire charge des chevaliers de la maison Taranis à la chaussée des Typhons menée par Verticorada et Caturix contre un océan de Skitarii et de serviteurs corrompus. Verticorada parvint à tuer Melgator qui dirigeait l'assaut avant d'être détruit. La Legio Tempestus affronta la Legio Mortis dans un combat âpre marqué par la bravoure du Principe Scamulos, dirigeant de son titan Deus Tempestus, qui fit chèrement payer aux titans renégats leur assaut. Malheureusement, un par un, les titans loyalistes furent détruits et le fier Principe Scamulos, dernier debout, se fit exploser pour éviter sa capture, marquant la fin de la sanglante bataille. Avec l'anéantissement de la Legio Tempestus et la disparition des chevaliers de Taranis, les dernières forces qui s'opposaient encore réellement aux armées du Mécanicum noir avaient disparu. Pénétrant dans la cité du magma, les traîtres commirent un massacre qui fut épouvantable. Mais le dernier acte de cette guerre civile fut porté par Zet lui-même. Mortellement blessée par une techno-assassin du Mécanicum noir, elle désactiva, avant d'expirer, l'alimentation énergétique perpétuelle des boucliers qui protégeaient les colonnes qui plongeaient dans les profondeurs de la couche rocheuse de Mars et qui soutenaient tout le poids de l'île sur laquelle était bâtie la grande forge. Les colonnes furent ainsi exposées à la chaleur incandescente du magma, le flot de roches liquides commençant à ronger l'adamantium qui les composait. Un immense craquement grinçant résonna dans la cité ravagée, et les traîtres qui s'y trouvaient virent la cité du magma s'affaisser sur elle-même. La lave incandescente se transforma en puissante cascade et des rivières de roches en fusion envahirent les rues, consumant tout ce qu'elles rencontraient sur leur passage. Les troupes du Mécanicum noir furent balayées par la marée montante de lave. La forge fut engloutie, permettant à un océan de magma de déferler hors de la cité, emportant ceux qui tentaient de s'échapper à l'extérieur, notamment le dernier titan mortis survivant, l'Aquila Ignis. Quelques heures après l'apocalypse, les vestiges de la cité du magma sombrèrent finalement sous la surface du lac, emportant ses secrets et son savoir dans la tombe. Au prix de ravages et de terribles pertes, le Mécanicum noir était le maître de Mars et le sera jusqu'à la fin de l'hérésie d'Horus. Réfugié sur Terra, Zagreus Kane fut officiellement reconnu fabricateur général par les autorités impériales, créant une situation inédite qui vit le clergé martien compter 2 fabricateurs généraux au même moment. Cet événement fut baptisé la succession binaire. Celui qui régnait sur Mars avait été désavoué, celui qui était reconnu par Terra était un exilé de son monde d'origine. L'âme du Mécanicum souffrait 1000 tourments, et si les échelons les plus élevés du clergé estimaient le choix simple, trop d'adeptes de bas niveau ne savaient vers qui se tourner, et la position de Kane restait précaire. Bien vite, il devient évident pour les Martiens que la succession binaire était intenable et que c'était une équation qui devait être résolue. Faute de cela, elle risquait de générer un code de plus en plus chaotique et des actes de plus en plus violents. Ces difficultés apparaissaient alors même que les exilés du Mécanicum ressentaient le mépris des Terranes à leur encontre. Beaucoup
voulait avant tout reprendre Mars, notamment avec l'aide du Collegia Titanica, mais le Conseil de Terra de l'époque, conscient qu'Horus pouvait arriver à tout instant, gérait le cadre du redéploiement des Legio Titaniques en défense du nord-est du Segmentum Solar. Cette mainmise sur une organisation militaire normalement gérée par le Mechanicum scandalisa plus d'un technoprêtre qui ne voyait qu'une tentative de Terra de démanteler à son profit l'antique clergé de l'Omni-Messie. Le fabricateur général Kane trouva en l'ambassadrice de Mars sur Terra, au temps où la planète rouge était loyale, une alliée. Cette femme se nommait Vetorel et avait une apparence principalement humaine afin de faciliter les échanges avec les autorités du monde Trône. Dans les niveaux inférieurs du complexe d'usine de la Fournaise, sous la fonderie qui fabriquait les macro-canons destinés à la défense du palais impérial, Kane nomma Vetorel comme son ambassadrice auprès du Conseil de Terra. Le rusé fabricateur général avait sans aucun doute compris que l'attraction gravitationnelle du Conseil était immense et qu'il ne pouvait pas, à cette époque, se permettre de se retrouver dans son étreinte. Conscient que la succession binaire déjouait tous les efforts de Kane pour assurer une union des mondes forges, creusant un peu plus le schisme, il fut décidé que le Mechanicum se devait de devenir un organe politique plus important et influent en intégrant plus profondément les arcanes du pouvoir impérial. Ainsi, une autorité reconnue unifierait de nouveau le Mechanicum loyaliste afin de pouvoir reprendre un jour Mars. Des enregistrements précieusement conservés relatent une session particulièrement houleuse ayant eu lieu dans la grande salle du Conseil de Terra, au centre d'un vestibule assez large et haut pour accueillir un Warund. Devant des représentants du Collegia Titanica, dont les Principes Bassianus de la Legio Ignatum et la Principes Tevera de la Legio Agravaide, d'illustres légios issus de Mars mais s'étant trouvés sur d'autres planètes lorsque le schisme avait frappé, l'ambassadrice Vetorel fit face à ceux qui étaient déjà nommés « Hauts Seigneurs » sous la direction du régent de l'Imperium, Malcador le Sigillite, bras droit de l'empereur. Le redéploiement des Titans par les conseils de Terra était mal accepté par les Principes et Vetorel chercha à faire entendre la voix du Mechanicum afin d'en faire le porte-parole des Legio Titaniques. Elle fit face notamment à Ar-Rental, grand prévôt maréchal de l'Adeptus Arbites, qui exprima son inquiétude quant à l'afflux soudain d'officiers du Collegia Titanica dans le palais impérial, soulevant ainsi par lui-même la question de la représentation légale des officiers des machines divines, acteurs essentiels pour la défense du palais impérial, comme l'histoire le prouvera. Vetorel présenta une position intéressante, celle de maintenir le traité d'Olympus qui liait Mars à l'Imperium, tout en proposant la création d'une nouvelle organisation, l'Adeptus Mechanicus, avec Zagreus Kane à sa tête, afin d'accorder au clergé martien une voix officielle dans toutes les affaires concernant le futur de l'Imperium, car si les enfants de Mars étaient censés rester autonomes, selon les termes du traité d'Olympus, depuis la perte de la planète rouge, ce fait n'était plus pris en compte. Cela fut mal accueilli par le Conseil de Terra, notamment par Simeon Pentasian, maître de l'administratum de l'époque, qui refusait de voir les divisions des technoprêtres entrer au sein du Conseil, n'y voyant qu'une tentative des Martiens de raviver la confiance de l'Imperium envers eux. Mais surtout, tous comprirent que l'ascension du fabricateur général au poste de haut seigneur de Terra ouvrirait la voie à l'avènement d'autres organisations futures à ce poste prestigieux, noyant le Conseil sous les voix jusqu'à ce que plus personne ne puisse être entendu par-dessus la clameur. Face à cet échec, Kane utilisa sa dernière carte en main et changea le destin du clergé de Mars à tout jamais. Les détails restent flous, mais il est considéré comme fort probable que Vetorel fut convoqué par Malcador le Sigillite. Le régent de Terra avait sûrement souhaité savoir si elle et Kane avaient conscience de ce qu'ils faisaient et si leur proposition n'était pas une simple ouverture cachant un autre objectif. Plus que nul autre, le Sigillite devait se rendre compte à quel point la création de l'Adeptus Mechanicus bouleverserait l'équilibre des pouvoirs sur Terra. Les choses s'accélérèrent lorsque sur les remparts du Stellarum Vigile, là où les exilés martiens venaient accomplir chaque jour de bonne heure l'acte de contemplation et de deuil partagé en regardant le point rouge à l'horizon qui n'était nul autre que Mars, des membres du Mechanicum tentèrent d'assassiner Vetorel.
L'ambassadrice ne dut son salut que par l'intervention d'officiers du Collegia Titanica qui abattirent les assassins qui voyaient en Vétorel une traîtresse à la cause martienne dans son projet d'intégrer le clergé de Mars dans le conseil de Terra. Il semble que les Principes avaient compris la situation difficile du Mechanicum et assurèrent de leur soutien Vétorel, sachant que les hauts seigneurs ne pouvaient pas légalement les obliger à leur obéir car selon le traité d'Olympus, les Legio Titaniques n'avaient jamais agi sous leurs ordres, mais avaient volontairement accédé à leurs très nombreuses demandes. L'ambassadrice participa à un nouveau conseil de Terra et réclama la création d'un Adeptus Mechanicus qui fut de nouveau refusé. Mais les hauts seigneurs commirent l'erreur de prétendre que puisque Mars était désormais perdu, le traité d'Olympus était caduc, annulant toutes ses clauses et tentant de mettre le Collegia Titanica sous leur contrôle. Exaspérés, le Mechanicum et ses alliés Principes firent un coup de force inédit pour s'imposer. Zagreus Kane apparut en personne dans la chambre, prétendant n'être que spectateur de ce qui allait arriver. Puis sur ordre de Vétorel, le Principes Tevera annonça que si l'Adeptus Mechanicus n'était pas créé, lui et ses Legio Titaniques abandonneront la guerre solaire et retourneront vers leur fief. Cette annonce créa des remous et les Martiens furent accusés de trahison, menacés d'être arrêtés par les arbitreurs quand soudainement, le sol de la chambre vibra. Des pas de plus en plus forts se firent entendre et médusés, les hauts seigneurs entendirent le souffle de la sirène de guerre du titan imperator Magnificum Incendius de la Legio Ignatum qui se dirigeait droit vers la chambre, enjambant les murs du palais impérial, inarrêtable et menaçant. Paniqués, les hauts seigneurs demandèrent à Vétorel d'arrêter, mais la rusée ambassadrice leur demanda sous quelle autorité car officiellement, personne ne dirigeait le Mechanicum ou les Titans. Elle prouva ainsi que la succession binaire devait être résolue et que l'Adeptus Mechanicus était sa solution. Vaincus, les hauts seigneurs acceptèrent, permettant à Tevera d'ordonner au Titan Imperator, à travers un réseau Vox, de s'arrêter contre les murs extérieurs de la chambre. Ce fut Malcador le Sigillite qui mit fin au débat en acceptant l'entrée du fabricateur général au sein du Conseil comme haut seigneur de Terra, mais à la condition que les officiers des Legio Titaniques quittent la chambre. Tel serait le prix à payer, et les Legio Titaniques perdirent leur voix propre au profit de Zagreus Kane qui, en échange, insista pour les intégrer au sein d'un Adeptus Titanicus soumis au Mechanicus. Mais ni le Mechanicus, ni le Titanicus ne pourront prétendre influer sur les décisions du Conseil et les ignorer quand bon leur semble. Les décisions sur lesquelles le Mechanicus pèsera seront aussi celles auxquelles il devra se plier. Au final, les technoprêtres gagnèrent en influence, mais perdirent en autonomie. Quant au traité d'Olympus, il survécut à travers cet arrangement qui, au fil du temps, sera profitable au Mechanicus, qui s'imposera comme l'une des organisations impériales les plus puissantes de l'Imperium.